Et nous recevons Rémy Tell pour parler de tout à fait autre chose, puisque nous allons parler de la politique économique de Donald Trump, pour qui, je pense, il n'y a pas de trêve de carême, et il y a assez peu d'idéologie et de mystique cartésienne dans la manière dont il mène les choses. Bonjour Rémy Tell. Bonjour Richard, bonjour à tous. Voilà, je rappelle que vous êtes le cofondateur du collectif Peuple Libre, voilà, et que vous avez écrit plusieurs ouvrages, La chute de Prométhée, Paroles révoltées, Vaincre le covidisme. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un Donald Trump qui souffle le chaud et le froid, balance des droits de douane exorbitants juste avant d'expliquer qu'en fait il va les suspendre, et donc ça fait plusieurs mois que on assiste à une espèce de bouleversement de l'économie américaine et à des bouleversements en conséquence de l'économie mondiale. Qu'en pensez-vous ? Vous savez qu'on a connu ce que beaucoup d'analystes ont appelé un lundi noir, ce lundi, suite à la gifle qu'avait infligée Donald Trump la semaine dernière en annonçant des droits de douane de 20% sur les produits européens importés aux États-Unis. Les chancelleries européennes s'attendaient à une hausse assez substantielle des droits de douane. Pour nos auditeurs, aujourd'hui, on est d'un côté comme de l'autre autour de 3-4%. Et donc là, on arrive à 20%. Donc vous voyez, on a une sacrée quand même multiplication. Les chancelleries européennes tablaient autour de 10%. Et donc, panique boursière à Munich, à Francfort, à Paris, à Zurich, avec des séances qui ont démarré dans le rouge jusqu'à quasiment moins 8%. Et puis, mercredi, une forme de soulagement, c'est-à-dire qu'après le chaos qu'il a provoqué sur les marchés européens et les tentatives aussi des élites européennes de répondre à cette attaque commerciale, Donald Trump annonce effectivement qu'il va suspendre, c'est son carême à lui, pendant 90 jours l'application de cette punition, en révisant aussi l'horizon final avec des droits de douane entre les États-Unis et l'Europe qui pourrait plutôt côtoyer les 10%. Alors, on a vu cette semaine les dirigeants européens... Et les bourses, du coup, ont repris du poil de la bête, et Musk, qui avait perdu des centaines de milliards, on a gagné 300 d'un coup. Enfin voilà, donc on est content pour Musk, et on se dit que malgré tout, la bourse a un comportement totalement erratique, et que ces gens raisonnables qui appartiennent au cercle de la raison et qui financent des présidents raisonnables comme Emmanuel Macron, qui nomme des ministres raisonnables comme Bruno Le Maire, sont quand même totalement irraisonnés dans leurs actions. Ah, complètement, Richard. Je vous rappelle que le CAC 40, au moment où l'économie française était mise à l'arrêt par le confinement du Covid-19, a connu une hausse qui ne s'est pas interrompue jusqu'à ce mouvement-là de la semaine dernière. C'est-à-dire que malgré la crise énergétique, malgré la guerre en Ukraine, malgré la crise du Covid, malgré les secousses politiques dans le monde occidental, le CAC 40 a progressé, il faudrait regarder, mais je crois qu'il a gagné quasiment 30%, depuis 2020. Donc on a une forme de découplage de plus en plus net entre la réalité et la réalité économique, avec la réalité financière, pour une raison toute simple, c'est que ces crises s'accompagnent en réalité de création monétaire et d'un endettement des États qui ne cesse de progresser. Vous savez que la France aujourd'hui est endettée à plus de 113% de son PIB. Dans mes jeunes années, mais qui ne sont pas si anciennes d'étudiants, on en était à 85% et c'était déjà la catastrophe. Et donc, cet afflux d'argent qui est un argent irréel, en fait, créé ex nihilo et créé par la dette, a soutenu les marchés financiers. Et on s'est dit, effectivement, en début de semaine, moi c'était le regard que je portais, que la décision de Trump mettait un coup d'arrêt à cette espèce de lévitation indiciaire qu'on a connue depuis plusieurs années maintenant. Alors, Rémy Tell, il y a aussi un soupçon qui est tombé sur Donald Trump, parce qu'effectivement, peu de gens ont compris ses actions boursières, justement, au point que, en fait, justement, les supporters les plus fervents de Donald Trump disaient d'un côté, oui, il met des tarifs, c'est un coup de génie, et puis ensuite, il baisse les tarifs, c'est aussi un coup de génie. Mais il y a un soupçon qui pèse actuellement sur toute cette affaire, qui serait que Trump aurait réalisé finalement une sorte de délit d'initié, en fait, en prévenant certains de ses
amis, camarades, que les mouvements boursiers allaient chuter puis remonter, ce qui serait quand même un scandale absolument titanesque pour la présidence américaine. Je ne suis pas évidemment dans le secret des dieux. Il est certain que beaucoup des soutiens ou des patrons qui se sont affichés aux côtés de Donald Trump durant les derniers mois, évidemment on pense à Elon Musk, mais en France on pourrait penser aussi à Bernard Arnault ou même à Rodolphe Saadé plus récemment, ont perdu beaucoup d'argent avant d'en regagner beaucoup. Le sentiment que j'ai, mais qui est un sentiment d'observateur vraiment naïf, c'est que Donald Trump est au-delà en réalité de cette ruse. Il y a une forme d'impulsivité qu'on peut pas nier chez lui et qui conduit à prendre des décisions qui peuvent être préjudiciables, y compris à ceux qui l'ont soutenu. Je vous prends un autre exemple, Alexandre, et là pour le coup ça n'a pas été démenti. Vous savez que l'ensemble de la politique de guerre commerciale en fait a été donc suspendue pendant 90 jours, à l'exception de la Chine. Tout à fait. Or, vous savez aussi que les intérêts d'Elon Musk en Chine sont considérables. À nouveau, comme souvent entre nous, je vous cite ça de tête, mais l'ordre de grandeur est le bon. Je crois que la moitié de la production et de la vente de Tesla dans le monde se fait en Chine. Donc, il y a un coût qui est quand même bien réel aujourd'hui pour Elon Musk vis-à-vis de son soutien à Donald Trump. Elon Musk qui d'ailleurs est dans d'assez mauvaises relations avec le reste de l'administration parce qu'il a insulté le secrétaire, je crois, du Trésor en le qualifiant de type stupide ou autre joyeuseté. Mais en fait, Rémi Tel, il y a une question qui se pose dans le fond de toute cette affaire, c'est que finalement, j'ai lu, je pense, comme vous, beaucoup d'articles qui est tenté d'analyser ce mouvement d'action et de rétropédalage de Donald Trump, et il se trouve que d'abord personne n'a compris le premier mouvement qui se faisait de manière si brutale, ou en tout cas peu de gens l'ont compris, et ensuite surtout le rétropédalage par la suite. Enfin, toute cette affaire en fait a échappé à beaucoup de gens. Selon vous, qu'est-ce qu'a voulu faire finalement Donald Trump avec toute cette opération ? Il y a peut-être une forme de confusion au sein de l'administration Trump. Il est clair que pendant 4 ans, de 2020 à 2024, les choses ont été difficiles pour eux. Il est clair que la plupart des leaders, notamment dans le monde occidental, ont tout fait pour éviter la réélection de Donald Trump. Et donc, il est arrivé à la Maison-Blanche en janvier avec une sorte d'esprit vengeur, en se disant ceux-là même qui ont tenté de me mettre des bâtons dans les roues, je vais leur mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est peut-être le premier aspect, et sur cet aspect-là, très clairement, il y a une forme, disons-le, d'immaturité presque, d'immaturité politique, puisque cette guerre commerciale poussée à cet extrême, évidemment, dans un temps moyen, aura des impacts sociaux, des impacts en termes d'emploi. Mais ce qui est aussi intéressant, d'une certaine façon, au-delà de la question de la psychologie de Donald Trump, c'est qu'il esquisse une forme d'alternative au libre-échange, ou au libre-échangisme même, pourrait-on dire, tel qu'il a été pensé depuis le colloque Lippmann, c'était dans les années 1938, mais après il y a eu le consensus de Washington, etc., en disant désormais les chaînes de production, tous secteurs confondus, doivent se situer sur le lieu de consommation. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Et vous savez par exemple que le bilan carbone de l'administration Trump entre 2016 et 2020 était bien meilleur que celui de l'administration Obama, alors même que Donald Trump véhicule un discours qui est clairement climato-sceptique, pour une raison simple, c'est la relocalisation d'un certain nombre d'activités économiques. Et on dit parfois que l'Europe pollue peu, c'est vrai, mais si on prend en compte son empreinte carbone, c'est-à-dire ce qu'elle fait produire ailleurs pour ses propres besoins, là, les choses sont un petit peu différentes. Peut-être que, y compris par impulsivité ou par infantilisme, il aura rendu service aux économies du monde, nous forçant aussi à nous réinvestir. On en parlera peut-être après, mais quand on entend un certain nombre de leaders européens montrer les muscles, on peut être étonné parce que pour espérer concurrencer une puissance comme les États-Unis,
États-Unis, il faut d'une part une autonomie énergétique, d'autre part des industries fonctionnelles, et troisièmement des peuples désireux de mener ce combat-là. Or, on n'a aucun des trois, en partie du fait des politiques qui ont été menées par ces gens-là. Donc là, il y a une forme de paradoxe, et Donald Trump souligne, à mon sens, la supercherie, d'une certaine façon, de ce moment politique en Europe. J'ai l'impression qu'il est... Oui, alors quelqu'un a saboté mon micro pour m'empêcher de poser ma question. Je vous entends, Richard. C'est terrible. Alors, c'est peut-être. Mais Alexandre, on en reparlera. La manière dont Trump agit, on explique, et vous l'avez un peu esquissé, Rémy Tell, qu'il est immature, qu'il agit par vengeance. D'abord, il faut pas oublier qu'il a autour de lui une équipe et que tous ces gens-là ne sont quand même pas tous incompétents, même si leurs décisions peuvent surprendre. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a paru particulièrement intéressant, c'est la manière dont on accuse Trump de ne pas comprendre les mécanismes de l'économie mondiale. Et notamment d'expliquer que les échanges, par exemple, entre les États-Unis et la Chine peuvent paraître déséquilibrés si on regarde le volume échangé, c'est-à-dire voilà, il y a 300 milliards de dollars de déficit ou 200 milliards de dollars de déficit, etc. Bref. Et on lui dit, mais en fait, il ne faut pas que vous regardiez le volume, il faut que vous regardiez la valeur. Et notamment, quand un iPhone est fabriqué en Chine, la valeur de l'iPhone tel qu'il est vendu aux États-Unis fait que 88% de la valeur est en fait revient aux opérateurs états-uniens. C'est-à-dire la logistique, ceux qui s'occupent de logistique, ceux qui s'occupent de marketing, ceux qui concluent la vente, voilà. Et donc, bien sûr, il y a un gros déficit en volume, mais en fait, l'immensité de la valeur est captée par les Américains et c'est ça que vous allez pénaliser puisque le coût des iPhones d'Apple va être considérablement enchéri. Même chose pour le coût de tous les biens manufacturiers. Mais il est peut-être temps de se dire que Trump n'est pas si stupide que ça et que justement il a une autre logique qu'une logique financière. Et que la manière dont il veut rapatrier les chaînes de production aux États-Unis ou dans les pays amis, on parlait déjà sous l'administration Biden de friendshoring, autrement dit le fait d'avoir une espèce d'interland économique qui permettait de se dire que au lieu que les choses soient fabriquées en Chine, ils sont fabriqués si possible aux États-Unis ou sinon dans les pays limitrophes, le Canada, le Mexique, le Groenland qui a l'air de devenir un pays extrêmement limitrophe des États-Unis, sans parler de Panama. Donc autrement dit, on est bien en face de quelqu'un qui a décidé de privilégier l'économie réelle sur l'économie financière. Oui, je pense qu'au-delà de la personnalité du président américain, il y a quelque chose de plus profond, de plus réfléchi, sans doute. Après, il y a deux éléments qui me venaient en écoutant votre interpellation. Le premier, il y avait quand même une contrepartie, et ça Trump ne veut pas le voir, il y avait une contrepartie au déficit commercial américain. C'est-à-dire qu'il y a 3 pays qui traditionnellement tirent les échanges commerciaux parce qu'ils ont un déficit commercial important, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Et la contrepartie qui était offerte aux États-Unis de ce déficit commercial, c'est que d'une certaine façon, pour le dire un peu familièrement, ils pouvaient acheter le reste du monde. C'est-à-dire que la contrepartie de ce déficit commercial, c'était la possibilité de maintenir le dollar comme monnaie de réserve et d'imprimer du dollar à souhait. Et quand on a la monnaie de réserve internationale et qu'on peut l'imprimer assez librement, en réalité, il n'y a même plus de questions budgétaires qui se posent, puisque face à tout problème financier, on imprime à nouveau de la monnaie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et là pour le coup, ça me semble peut-être un peu plus inquiétant, c'est que sans être un partisan forcené de Montesquieu, vous connaissez les théories sur le doux commerce, il est vrai que lorsque les intérêts économiques réciproques entre puissances diminuent, voire divergent, le risque d'affrontement et d'affrontement militaire grandit. Ça, c'est très clair. Vous savez, pendant très longtemps, on a expliqué que tout pays qui, sur le sol duquel on trouvait un McDonald's, ne pourrait jamais entrer en guerre contre les États-Unis d'Amérique. C'est assez vrai, d'une certaine manière. Et donc là, ça veut dire que s'il y a cette guerre, notamment frontale, là, entre les États-Unis et la Chine, eh bien, le coût
d'une guerre entre ces puissances va s'amoindrir et donc le risque de cette guerre, lui, augmente. Et on parlait tout à l'heure, Rémy Tel, non, c'est bon. On parlait tout à l'heure de la question de la réindustrialisation de l'Europe et des conditions de ce qu'il permettrait. Vous disiez que justement Donald Trump allait forcer les économies européennes à se réindustrialiser, à changer, mais en fait, force est de constater que c'est ce qu'on disait lorsque le Covid est apparu, lorsqu'il a fallu effectivement qu'on rapatrie notre industrie, qu'on construise notre propre industrie sur les vaccins, sur les masques et autres, et bilan 4 ans après, rien. Oui, parce qu'il y a deux sujets. Dans ce sujet, il y a un sujet de vision. Et pour le coup, il est quand même très douloureux pour l'Union européenne de remettre en cause les accords de libre-échange, puisque ils sont son fondement même, c'est-à-dire l'idée de l'abolition des frontières et d'une forme de grand tout politique obtenu grâce aux relations commerciales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième chose il y a donc un sujet de vision et il y a un sujet de travail. Et vous savez qu'en France, on a d'une part une évolution démographique qui fait qu'aujourd'hui le nombre d'inactifs est de plus en plus important et le nombre d'actifs de plus en plus faible. Et on sait que vous voulez pas trop vous étendre sur le sujet de ce dont on discutait. Voilà. Je souhaite éviter de recevoir des menaces. Et d'autre part, il y a eu un certain nombre de réformes sur le marché du travail, mais aussi de l'organisation du travail, qui compliquent aujourd'hui cette possibilité de réindustrialiser notre pays. Et enfin, mais on a établi un modèle de consommation qui est, quoi qu'on en dise, fondé sur l'achat de produits à coût relativement faible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses de la vie de tous les jours que vous pouvez vous procurer dans les magasins qui sont devenues pas chères. Si demain vous relocalisez des activités industrielles en France dans l'écosystème de charges, etc., tel qu'il est aujourd'hui, le coût de la vie va aussi augmenter. Donc il y a également un sujet d'inflation. Et forcément, pour tout responsable politique, ça fait peur. Donc, on dit qu'on réindustrialise sans véritablement réindustrialiser ou sans se donner les moyens de le faire. Et il nous reste 3 minutes. Rémy Tel, vous venez de soulever un point qui est particulièrement intéressant, qui est qu'aujourd'hui, effectivement, on consomme ce qui est à bas coût et en fait, on privilégie pas forcément l'industrie française, nous-mêmes en tant que consommateurs. Concrètement, est-ce que ce serait une inflation réelle si, au lieu d'acheter une chemise, une veste, que sais-je, à 100 € fabriqués en Chine et qui durent 5 ans, dans le fond, on achetait des produits français qui, eux, durent plus longtemps, coûtent bien sûr plus cher, mais valorisent l'industrie. Est-ce que, quelque part, l'erreur n'est pas du côté aussi du consommateur ? Ça supposerait que les produits soient équivalents, toutes choses égales par ailleurs. Et donc là, ça nous renvoie aussi à la question de la formation. Vous savez qu'on a perdu beaucoup d'ouvriers spécialisés, on a perdu beaucoup d'ingénieurs, on a perdu beaucoup de gens qui savent faire et qui savent faire bien. C'est ça aussi le drame de la désindustrialisation, c'est la perte de compétences en réalité au sein de la nation française. Donc c'est sûr que si on se différencie encore, comme c'est le cas par exemple avec l'industrie du luxe qui aujourd'hui est à peu près la seule à tirer son épingle du jeu dans notre pays, oui c'est possible. Mais si c'est pour faire la même chose que les autres plus cher, assurément ça ne fonctionnera pas et ça créera une déstabilisation politique qui par elle-même en fait rend toute réforme impossible. Et c'est un cercle vicieux même d'une certaine façon, parce que plus on industrialise, moins on a de compétences, moins on industrialise, et c'est quelque chose qui finalement devient une forme de boucle infernale. Et ajoutons le problème énergétique à cela, et je pense qu'on a un joli cocktail quand même qui s'annonce pour les années à venir. Alors, 1 minute pour finir, Rémy Tel. Oui, alors effectivement, on n'a pas trop abordé la question de l'énergie, mais on pourrait le faire depuis 3 ans notamment. Le coût de l'énergie a été considérablement augmenté, alors qu'on achète toujours du gaz russe, etc. Simplement, on passe par des intermédiaires en Inde ou autre. L'industrie suppose aussi, la réindustrialisation,
suppose aussi l'accès à une énergie peu chère. Et donc là, c'est tous les débats qu'on peut avoir sur le nucléaire ou sur les sanctions vis-à-vis de Moscou. Bon, eh bien, c'est un débat qu'on pourra reprendre la prochaine fois que vous viendrez nous visiter. C'est un moment que nous attendons avec plaisir, Rémy Tel. Et donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine édition.